Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 29 novembre 2012. À Infomag ce soir, Gatineau publiera les contrats octroyés depuis 1996. Le Téléthon du Club Lyon, c'est ce dimanche. Champlain 2013, l'histoire d'une rencontre. Et on parle sport avec François Croteau. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, le maire de Gatineau a finalement cédé à la pression et accepté de rendre publique une liste de 15 000 contrats octroyés par la Ville de Gatineau depuis 1996. Il s'agit de la même liste qui avait été remise à la Commission Charbonneau il y a quelques semaines. On peut rappeler que le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, réclame depuis longtemps que la liste soit rendue publique. Le maire Marc Bureau a toujours refusé, répliquant qu'il n'y a ni corruption ni collusion à Gatineau, et il accuse M. Pedneau-Jobin de faire de la désinformation. Rappelons également que le quotidien Le Droit rapportait que sur 50 municipalités, seules les villes de Gatineau et Laval avaient refusé de remettre la liste des contrats à son journaliste. Depuis, l'information a effectivement été rendue publique par Gatineau, mais le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, se dit à moitié satisfait. Je suis content parce qu'il fallait rendre ça public, mais là, il y a énormément de travail à faire, qu'on a commencé d'ailleurs d'analyse pour voir ce qu'il y a là-dedans précisément, puis s'il y en a des liens, mais à partir où on peut faire des liens. Mais à partir du moment où c'est pas des données malléables tellement, là, en PDF, c'est dur, là. C'est difficile d'arriver de faire des liens. Moi, je pense que la Ville aurait pu faire beaucoup mieux. On ne veut pas que la Ville fasse l'analyse, mais il y a une différence entre mettre ça en format Excel, par exemple, donc qu'on peut comparer, on peut comparer les années. Ce qu'on n'a pas dans ces données-là, ou ce qui est difficile de cerner, c'est ça qu'on cherche, c'est où sont les extras. Si chaque contrat est traité de façon similaire, ça ne nous dit pas qu'est-ce qui est un ajout au contrat. Et c'est là le problème. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas la liste des fournisseurs à qui on a donné le temps. Les entreprises, c'est pas suffisant, ça, le nom et le chiffre. Il faut savoir, le contrat final, il a coûté combien? La soumission à l'origine est à combien? Il y a une analyse sérieuse que des journalistes ou que des gens comme moi peuvent faire, avec mon équipe. Mais pour faire ça, ça prend des données qui sont manipulables. C'est là où on n'est pas tout à fait content, là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les moindres faits et gestes du parti Action Gatineau semblent scrutés à la loupe par ses adversaires politiques. Ce matin, c'est une activité de financement qui va avoir lieu ce soir qui fait réagir le conseiller Alain Riel. En effet, le parti accueille ce soir Claude Bélan qui va prononcer une conférence sur le thème de la réforme des institutions démographiques. M. Bélan est l'ex-président du mouvement Desjardins et il a siégé à la commission Bélanger-Campeau dans le milieu des années 90. L'activité est gratuite, mais les participants vont pouvoir donner des dons de 1 à 1 000 $. Eh bien, selon M. Riel, le parti de Maxime Pedneau-Jobin ne respecte pas ses propres règles en acceptant des dons de plus de 100 $. M. Pedneau-Jobin, de son côté, accuse son collègue de mentir. D'abord, ce qu'on a dit depuis le début, c'est qu'on veut éviter le phénomène du club privé. Donc, un cocktail à 500$ ou un souper avec le chef à 1000$. Ça, on ne fait pas ça. On invite Claude Bélan, qui est un homme d'une intégrité hors de tout doute. Il vient à une activité qui est gratuite. Dans le cadre de cette activité-là, si les gens veulent nous faire des dons de 1 à 1000 $, comme ce que la loi prévoit, ils peuvent le faire. S'ils veulent nous faire un don de 0, donc d'entrer gratuitement juste pour entendre M. Bélan, on est content de les accueillir. Fait que ce que M. Riel fait en affirmant qu'on disait qu'on voulait limiter les dons à 100 $, il ment. Ce qu'on veut, c'est augmenter l'accès, puis c'est dur d'être plus accessible que 0 $ là, à nos activités. Mais si les gens veulent donner, on applique la loi. Et quand la loi sera changée, on appliquera la nouvelle loi. Moi, depuis 2009, tous les dons que j'ai reçus sont sur mon site Internet. Je mets au défi M. Riel de faire la même chose.
C'est jeudi prochain, donc le 6 décembre, que va se tenir à travers tout le Québec la 12e édition de la Grande Guignolée des médias. Comme on le sait, le temps d'une journée, tous les médias se donnent la main pour ramasser autant des denrées que de l'argent pour venir en aide aux plus démunis de la société. Ce qui est important à savoir, c'est que tout l'argent recueilli dans la région va rester dans la région. C'est ce matin qu'on a annoncé la Grande Guignolée pour la région de l'Outaouais. Je vous propose un extrait de la conférence de presse qui s'est déroulée dans le secteur Hall. Chaque année, nous souhaitons de notre collecte de la guignolée soit la dernière, mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Il faut donc relever nos manches et nous lancer avec énergie et bonne humeur dans notre campagne. Encore une fois, il nous fait plaisir d'accueillir ici aujourd'hui une brochette de personnes qui rendent la Grande Guignolée des médias possible et qui lui confèrent un grand succès d'année en année. La Grande Guignolée est une opération de solidarité qui fait appel à la générosité de l'ensemble de la population de l'Outaouais pour venir en aide aux gens de chez nous qui sont dans le besoin. Comme vous le savez sûrement maintenant, 100% des argents recueillis dans notre région sont redistribués dans notre région. Dans notre secteur, les automobilistes vont être sollicités à 3 intersections, c'est-à-dire au coin des rues Bélanger et McLaren dans le secteur Buckingham, au coin des rues Georges et Filion dans le secteur Masson, et finalement à l'intersection de l'avenue des Laurentides et de la rue de Neuville dans le secteur Angers entre 6h et 9h ce jeudi. L'argent recueilli va être mis en totalité à l'Ami de l'Entraide, qui, on le sait, est la banque alimentaire des secteurs Buckingham, Masson-Angers et des municipalités de Lange-Gardien et de Maillot. L'an dernier, 10 000 $ avaient été ramassés. L'équipe de TVC Basse-Lièvre va être présente au coin de la rue Bélanger et McLaren. On vous invite évidemment à être très généreux. 57% des résidents du secteur Masson-Angers et Buckingham seraient dépendants au sexe. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage Léger Marketing réalisé pour le compte d'Hebdo Québec auprès de 22 200 Québécois répartis à travers 111 municipalités entre le 12 juillet et le 10 septembre dernier. Le sondage s'intitulait « Découvrez le vrai visage des Québécois » et comportait une vingtaine de questions qui visaient à connaître les différentes habitudes et les dépendances des personnes sondées. Seuls les citoyens de Saint-Félicien et de Roberval au Lac-Saint-Jean et des quartiers de Saint-Roch et Limoilou à Québec sont aussi dépendants du sexe que ceux de notre secteur. La ville de Gatineau, quant à elle, se classe en milieu de peloton avec 41% des citoyens qui seraient dépendants au sexe. À noter que les citoyens du secteur se classent au 3e rang à l'échelle provinciale quant à leur dépendance vis-à-vis la télévision, avec 73%. Les résultats du sondage sont disponibles sur le site www.vraivisagequebec.com. C'est dimanche à compter de 13h et ce jusqu'à 21h que le 12e Téléthon du Club Lion de Buckingham va se mettre en branle à la salle des Chevaliers de Colomb ainsi que sur nos ondes. Encore une fois, cette année, la raison d'être du Téléthon est de donner des paniers de provisions aux familles dans le besoin de notre secteur. L'objectif a été fixé à 68 000 $, ce qui devrait permettre de remettre plus de 250 paniers. En plus des paniers de Noël, on compte donner des cadeaux aux jeunes défavorisés entre 0 et 15 ans, ainsi qu'aux personnes âgées qui vivent dans des foyers ou à l'hôpital. C'est l'équipe du 104.7 Outaouais qui va animer la journée, alors que près d'une quinzaine d'artistes viendront vous divertir. Évidemment, pour être en mesure de présenter 8 heures de télévision en direct, eh bien, ça demande beaucoup de préparation, autant avant, pendant qu'après le Téléthon, comme nous l'explique le réalisateur de TVC Basse-Lièvre, Jean-François Joannis. C'est sûr que le Téléthon, pour l'équipe de la TVC, ça demande une mobilisation de toute l'équipe. Donc, tout le monde y participe là, de part et d'autre. Mais en plus, pour le jour même, surtout, là, on a une équipe, près d'une dizaine de bénévoles qui vont se joindre à nous. C'est une installation de 7 caméras qui vont capter les images cette journée-là. Donc, nous aussi, au niveau à l'interne, à la TVC, on a plusieurs heures de montage où on doit préparer. Il y a toute l'installation du mobile de production, les antennes micro-ondes pour faire le lien entre la salle de production de la TVC et la salle de diffusion, la salle du Chevalier de Colomb. Et puis, donc, ensuite de ça, on est en tournage de 13h à 21h, donc c'est une journée bien remplie. Et évidemment, il y a la partie un peu moins amusante à la fin où est-ce qu'on démonte le tout.
Donc, ça représente là, plusieurs heures pour toute l'équipe. C'est demain soir que l'opération Nez Rouge va se mettre en branle dans la région de l'Outaouais. Rappelons que cette opération vise à permettre aux gens qui auraient trop bu, trop consommé d'alcool ou qui seraient trop fatigués de pouvoir rentrer à la maison de façon sécuritaire. Il s'agit d'appeler au 819-771-AUTO ou le 819-771-2886 et une équipe de 2 bénévoles vous raccompagneront. Un premier qui va conduire votre voiture et un autre qui vous suivra et qui ramènera l'autre bénévole. Le service est tout à fait gratuit, mais les dons recueillis vont être remis à Loisirs Sport Outaouais, un organisme qui vise à aider la population à être plus en forme. Opération Nez Rouge va être en opération dès 20 heures durant 13 jours. Les gens qui veulent être bénévoles peuvent le faire en visitant le site web www.opérationnezrouge.com ou en appelant au 819-771-3376. 2013 marque le 400e anniversaire du passage de Samuel de Champlain en Outaouais, un passage qui va être souligné tout au cours de l'année par une série d'activités sous le thème Champlain 2013, l'histoire d'une rencontre. Pour nous parler de l'importance de Samuel de Champlain en Outaouais, j'ai rencontré Michel Riverdy, le président du Réseau du patrimoine gatinois, un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Michel Riverdy, évidemment, dans le secteur ici, on vous connaît comme le président de la Société d'histoire de Buckingham, mais vous êtes également le président du Réseau du patrimoine de Gatineau. Et il y avait une conférence de presse hier où on annonçait différentes activités dans le cadre du 400e anniversaire du passage de Samuel de Champlain dans notre région. Oui, M. Pilote, ça a été une expérience très intéressante, effectivement. Ça a été tenu au Musée de la civilisation hier, et puis on avait une bonne foule qui était en attendance, avec beaucoup de nos partenaires d'ailleurs. Et le Réseau du patrimoine gatinois est très fier de chapeauter, dans un sens, d'agir comme organisation par appui, si on veut, pour toute la kyrielle d'activités qui va avoir lieu. Et par contre, malheureusement, la même chose hier, les journalistes m'ont demandé est-ce que vous pourriez entrer dans les détails de la programmation. Ça va être révélé au grand public le 25 janvier à partir de l'ambassade de France, parce que l'ambassade de France est aussi un des partenaires. Eux autres ici sont intéressés à mettre en évidence ce citoyen-là qui, dans le passé, a fait de grandes choses. Mais vous avez hier quand même dévoilé, si on veut, la liste des organismes ou enfin des gens là, qui vont être impliqués dans toute cette kyrielle d'activités-là, justement. Oui, quand Samuel de Champlain est venu en 1613, probablement qu'il n'avait aucune idée qu'il était pour franchir plusieurs frontières administratives, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller chercher des partenaires. On est obligé par exemple, avec la MRC de Papineau, avec la MRC de Pontiac, et puis aussi avec le côté ontarien, les Franco-ontariens aussi qui vont faire participer. Donc, j'en oublie, il y a beaucoup plus d'organisations que ça. Je pense entre autres au Musée de la civilisation, je pense entre autres à la région de la capitale nationale et de la ville de Gatineau aussi. On sait que la Société d'histoire, je pense, d'Orléans, du théâtre, des théâtres qui vont être impliqués dans toute cette série de fêtes-là. Évidemment, on va parler des activités en janvier prochain, mais j'avais envie aujourd'hui qu'on apprenne à découvrir un petit peu Samuel de Champlain, son importance dans notre région ici. Donc, évidemment, ça fait 400 ans, donc on parle de 1613 où Samuel de Champlain est arrivé dans la région. Comment son arrivée s'est faite ici? Son arrivée s'est faite difficilement, progressivement, parce qu'à ces époques-là, c'était inconnu. Il en avait entendu parler. Il faut comprendre aussi que Champlain, dans sa grande sagesse, avait envoyé des jeunes gens avec les Amérindiens pour apprendre les langues. Donc, il va rencontrer deux de ces guides-là et ils vont remonter avec des guides amérindiens à partir du lac des Deux-Montagnes. Ils vont faire le trajet. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser nos moyens de communication modernes d'aujourd'hui. Il n'y a aucune route, il n'y a rien, c'est uniquement la rivière, c'est tous les rapides. C'est le Long-Sault, c'est le rapide de Grenville, c'est tous les autres obstacles qui vont arriver une après l'autre. Et la raison pourquoi est-ce que la visite de Champlain est importante, non seulement est-ce que c'est un contact avec les Européens et puis les Amérindiens, c'est aussi une documentation écrite.
Donc, Champlain, en tant qu'explorateur, en tant qu'arpenteur, en tant que cartographe, va même nous décrire les différentes tribus amérindiennes qu'il va rencontrer le long de son passage. Et c'est la première documentation écrite qu'on a de l'existence de ces tribus-là, de leur identité à cette époque-là. Et ce qui est intéressant aussi, non seulement pour nous, les peuples fondateurs, si on veut, là, les francophones, les anglophones, mais également pour les Amérindiens, c'est une partie, vous me disiez, là, une façon pour eux de connaître aussi leur histoire. Oui, en effet, parce que le mode de transmission de l'histoire amérindienne était très différent de celle des Européens. Et Champlain va être le premier à mettre par écrit ce qu'il a observé, les gens qu'il a rencontrés, les traités qu'il a faits, et puis en même temps les discussions qu'il a eues dans certains cas. C'est pas très élaboré, c'est plutôt dans le genre de sommaire, mais ça donne quand même une bonne idée de la situation. On a donc Champlain qui, quelques années auparavant, à Québec, va rencontrer un des chefs algonquins, M. Tessouat, et il va lui dire en passant, je vais aller vous rencontrer, je vais aller chez vous. En 1612, impossible, parce que la France est en guerre, Champlain ne peut pas venir, mais en 1613, il va justement essayer d'accomplir sa promesse. Et quand il va arriver à l'île aux Allumettes, où le chef Tessouat est situé, celui-ci va lui dire d'ailleurs, vous n'étiez pas censé venir, vous, l'année passée, puis Champlain va toujours trouver une petite excuse, il dit, oui, mais mon roi est en guerre, donc je n'ai pas pu venir. Et Tessouat, encore là, c'est du stratège. Champlain est un grand stratège, les Amérindiens aussi. Et Tessouat est obligé de commencer à penser, qui est cette personne-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, tout ça? Et il va prendre la décision, à ce moment-là, en 1613, de dire à Champlain, regardez, ça ne va pas plus loin qu'ici, ça l'arrête à peu près ici, la rivière, tout ça. Puis Champlain dit, ben, regardons, le jeune homme que j'envoie ici me dit que ça va beaucoup plus loin que ça. Et le chef Tessouat va dire, ah non, non, c'est impossible, ça ne va pas plus loin. Et puis au point, on va discréditer justement le jeune Français. Et Champlain va prendre la parole du chef, il va s'en revenir tranquillement à Québec à cette époque-là. Et de Samuel Champlain, du passage de Samuel Champlain en terminant, qu'est-ce qui nous reste ici dans la région de l'Outaouais comme héritage? Il nous reste beaucoup de choses de Champlain. Son nom est un peu partout. On le retrouve dans les noms de rues, on le retrouve dans les noms d'édifices, on le retrouve dans des organisations. Et M. Michel Prévost, hier, durant la conférence de presse, disait le seul endroit, à sa connaissance, que le mot Champlain était peut-être pas utilisé présentement, c'était dans un cimetière, par exemple. Ouais. Et donc, Champlain, il est quasiment à toutes les sauces. Il est vraiment présent un peu partout dans notre vie moderne. On va profiter de l'année 2013 pour se rappeler de son passage dans notre région. Évidemment, quand les différentes activités vont être connues, M. Riberdy, on va certainement vous en parler. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci, monsieur. Alors bonjour, ici Émilie Charon, pilote pour la chronique communautaire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de rencontrer Yvon Poitras et Ghislain Guittard, qui sont deux personnes qui travaillent au boulevard de la Vallée et qui s'occupent du journal La Ruche du Boulevard. D'abord, Monsieur Poitras, qu'est-ce que c'est La Ruche du Boulevard? En fait, c'est un journal local du boulevard, en fait, pour les participants. Et ça a été créé, ça, quand le boulevard a commencé son existence, si tu veux. Et au tout début, c'était quelques résidents pas résidents, mais participants qui s'occupaient du journal avec des intervenants. Et par la suite, moi, je suis devenu rédacteur en chef, si tu veux, là, pour le journal. Et j'ai la collaboration maintenant de 2 journalistes, dont Ghislain Guittard. Et le journal, dans le fond, il a été créé pour donner la visibilité à notre clientèle et en même temps pour faire voir un peu les forces d'écriture de nos participants. Et souvent, on a des beaux textes qui viennent de nos participants. On va chercher un peu aussi les activités qui se passent à Buckingham, parce que souvent, les gens ne savent pas c'est quoi qui se passe à Buckingham, donc on met l'emphase là-dessus. Et c'est pas mal ça, grosso modo, là. Puis en même temps, ça aide aussi comme M. Guittard, qui est avec moi, lui, il a été engagé pour comment est-ce qu'on appelle ça, là? Un programme INSO. Et c'est pour ça qu'il a été engagé, pour lui permettre d'avoir une certaine autonomie à se trouver un emploi, éventuellement. C'est un peu ça.
Mais parlons-en justement, M. Guittard, de votre expérience. Vous étiez un participant ici au Boulevard de la Vallée. Oui, moi je suis arrivé ici en novembre 2009, puis immédiatement on m'a offert le poste de chroniqueur au journal, puis de la conception, puis de la mise en page. Yvon était pas mal seul, puis là je suis arrivé, on était 2. Maintenant on est une équipe de 7 personnes qui travaillent sur le journal, fait que ça fait un très beau journal. Puis pour moi, le journal c'était une planche de salut. J'étais chez moi, je m'isolais, je suis arrivé au journal, j'ai structuré ma pensée. Ça m'a permis de m'émanciper dans la communauté. Je suis sur 2 conseils d'administration maintenant dans la communauté. Fait que ça m'a permis vraiment de déployer mes ailes. Moi, ça a été une planche de salut pour moi. Puis là, vous nous préparez un autre volume de ce journal. Qu'est-ce qui nous attend dans ce journal-là? Ben, à toute la période des fêtes, on approche souvent les organismes communautaires qui sont des partenaires au boulevard. Fait qu'on les approche, on fait des entrevues pour mieux les connaître, faire connaître aux participants qui sont ces partenaires-là qui appuient le boulevard. Puis j'aime bien ça, ces rencontres-là. Bien, merci beaucoup, messieurs, puis félicitations pour votre beau travail. Bien, merci. Merci. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote qui vous a parlé du journal le journal La Ruche du Boulevard, du Boulevard de la Vallée. Merci. Et pour nous parler sport, on retrouve maintenant notre gars des sports, François Croteau. François, on commence tout de suite avec le football. Évidemment, là, ça va mettre un terme à la saison. Les cadets qui se sont présentés pour la grande finale, comment ça s'est passé? Bien, malheureusement, ça n'a pas été bien du tout. On sait qu'ils étaient à l'interrégional contre les représentants de Saint-Jean-Vianney en fin de semaine dernière à Montréal. Et ça s'est soldé par une défaite de 62-5. Alors, on peut dire, là, il n'était pas dans la partie. Non, Sauf que je pense pas qu'il faut regarder absolument ce match-là. Là. Ils ont eu une très belle saison. Et je pense que j'aimerais revenir plutôt sur les commentaires de Michel Roy qui nous avait fait il y a 2 semaines ou il y a environ un mois, lorsqu'il a dit que la Ligue cadet ne fonctionnait pas ici. Là. Je pense qu'on voit, là, c'est un exemple. La compétition n'est pas assez forte. Et c'est là que lui avait dit, ben s'il faut, on va s'expatrier puis on va aller jouer en dehors. Donc, on voit là qu'il ne disait pas ça seulement sur un coup de tête, là, mais il y avait eu une réflexion, une évaluation là, sur la Ligue cadet ici en Outaouais. Donc, je pense que le réseau ici devra faire une bonne analyse là-dessus et essayer de régler le problème. Alors, c'est sûr, c'est malheureux, mais quand même une très belle saison pour ces jeunes-là. Voilà, alors on va souhaiter une bonne chance pour la prochaine saison. Ouais. On s'en transporte maintenant du côté des Mustangs, des matchs en fin de semaine qui viennent de se terminer. Bien, en fait, on va parler plutôt de la rencontre de mardi soir. C'était justement là, contre l'équipe en 2e position, là, les Canadiens d'Ottawa South. Oui. Et ça a été un match, ça a été une excellente rencontre, un match des séries éliminatoires. Ça s'est terminé par un pointage de 5-4 en faveur des Mustangs. Le but gagnant a été compté, là, il restait environ 27 secondes au match. Alors, un tir foudroyant de Cedric Parker là, qui a scellé l'issue du match. Il faut souligner des solides performances de Jérémy Maillé-Bizier ainsi que Joey Mazerol qui ont réussi un but et 2 passes chacun, mais aussi Maxime Ménard qui a amassé 2 points là, dans la rencontre. Et JP Charbonneau a fait les gros arrêts quand c'était le temps. D'ailleurs, le trio de gardiens de but, là, ça va très bien là, dans le moment cette année avec nous autres. Alors, si on regarde au niveau du classement, on voit là, que Gatineau, les Mustangs, on est premier avec 39 points. Puis maintenant, c'est Ottawa South qui est 2e à 34 et Ottawa West avec 33 points. Donc, et vous nous dites qu'il y a quand même un nouvel entraîneur qui vient de joindre à l'équipe d'entraîneurs. Oui, effectivement, c'est Glenn Durand. Pour les gens là, qui ont côtoyé l'Intrépide 2A là, les dernières années, c'est lui qui coachait le midget. Je pense qu'il a passé 5 ans dans cet environnement-là. D'ailleurs, la majorité des joueurs qu'on a, lui les a déjà eus sous ses ordres. Donc, c'est une excellente acquisition là, pour l'équipe hockey. Pierre Grandmaison est bien content. Alors, on lui souhaite la bienvenue et on lui espère de longues saisons avec nous. Voilà.
tournoi novice de Buckingham, 30e édition qui arrive à grands pas. Oui, ça va se dérouler sur les 2 prochaines fins de semaine. C'est 28 équipes qui s'en viennent ici, 12 dans la classe A, 8 dans la classe B et 8 également dans la classe C. Alors, les équipes viennent du Témiscamingue, Lakeshore, Saint-Jérôme. La mise au jeu officielle va avoir lieu samedi, le 1er décembre, à 9 h. Et naturellement, c'est le match d'ouverture, les Sharks qui vont rencontrer les représentants de Valleyfield. Et je rappelle aussi, le tournoi est sur 2 fins de semaine, donc les finales des autres catégories vont avoir lieu la fin de semaine prochaine. Évidemment, François, quand on parle de hockey mineur actuellement, surtout dans le secteur ici à Buckingham, on ne peut pas faire abstraction à certains événements violents qui se sont produits. Qu'est-ce qui se passe exactement là, du côté du hockey mineur? Je pense qu'il y a un certain malaise. Là. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On fait signer des codes d'éthique aux entraîneurs, on fait signer des codes d'éthique aux parents. Et il y a encore là, des escarmouches et des accrochages. On a une entrevue justement avec le président de l'Association de hockey mineur, la Lièvre de Gatineau, Didier Bélanger, et il livre ses impressions là, à ce sujet-là. J'espère que la première chose qu'on a à faire, nous, en tant que parents d'enfants qui amènent nos jeunes au hockey, c'est de se regarder nous-mêmes et de se responsabiliser nous-mêmes face aux actes qu'on peut faire dans les arénas et de bien se comporter. Ça part à la base, c'est soi-même. Est-ce que vous pensez qu'une intervention du gouvernement pourrait être souhaitable pour tenter d'enrayer le phénomène? C'est souhaitable. J'ai vu récemment qu'il y a une étude qui a été réalisée au coût de 4 000 ou un peu plus pour justement enrayer ce phénomène. Oui, c'est souhaitable, mais il faut encore que les outils soient bien partagés et qu'on puisse s'en servir correctablement. Ça ne peut pas nuire au problème, mais encore là, il faut que la caméra soit bien installée. Il faut qu'on puisse avoir du son pour pouvoir voir d'où vient le problème, où a commencé l'altercation, s'il y en a une, ou les mots qui ont pu commencer une certaine dispute. Alors, moi, j'ai juste un petit commentaire à faire là, à ce niveau-là. Là. C'est pas de faire intervenir qui que ce soit là-dedans. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Écoutez, si vous allez dans la rue et vous battez avec quelqu'un, la police va vous arrêter. Tout à fait. Là, on est au hockey, puis même dans les autres sports, là, on voit ça. On se bat, puis il ne se passe rien. Donc, moi, je pense que le problème, il faudrait commencer par le régler là, puis après ça, ça va. Vous avez probablement raison, ouais. François. On reste dans le domaine du hockey parce qu'on a entendu parler que c'est possible qu'une ligue, qu'une équipe de la Ligue nord-américaine, donc l'ancienne Ligue semi-professionnelle, vienne s'établir ici à Gatineau. Oui, ça, on vient de voir ça. C'est le droit ce matin là, qui rapportait la nouvelle. Écoutez, c'est la Ligue nord-américaine, c'est l'ancienne Ligue senior. Présentement, il y a des équipes Saguenay, Thetford Mines, Rivière-du-Loup, Cornwall, Sorel-Tracy, Trois-Rivières. Ils aimeraient ça s'implanter ici à Gatineau. On sait qu'on va avoir le nouveau centre sportif, mais là, c'est à suivre parce que ça ne fait pas l'affaire des Olympiques de Gatineau. Oui, qui espèrent toujours avoir l'exclusivité du centre Robert Guertin. Curling, maintenant, on avait une équipe de Gatineau qui s'en allait au Dominion. Est-ce qu'on a des résultats de leur part? Oui, malheureusement, il n'y aura pas eu de podium pour eux. Ils n'ont pas atteint là, les deuxièmes rounds. Ça a été un tournoi quand même difficile, sauf qu'il faut souligner l'effort de cette équipe-là. C'était Richard Fagui, Wayne Ruggles, Stéphane Paquette et Martin Patry. Écoutez, c'était les champions là, des clubs de curling du Québec, ils représentaient le Québec là, à ce championnat-là. Donc, quand même, là, le fait d'y participer, félicitations, puis meilleure chance la prochaine fois. Tout à fait. On a parlé il y a quelques semaines de l'ouverture d'un club de golf, de boxe, ici à Buckingham, le club Légandor. Et je pense qu'il y a une invitation qui arrive pour les gens d'ici rapidement avant de terminer le bulletin. Oui, si les gens se demandent, c'est Marcelin Gaumont là, qui est copropriétaire. Donc, Marcelin, là, on le connaît du hockey. Lui, c'est un vrai mordu de boxe. Il vous invite parce que il n'y a pas simplement là, de la boxe, là. Il y a aussi des entraînements de style, le même entraînement que le boxeur, mais vous n'êtes pas obligé là, de monter dans le ring. Donc, il invite la population à y aller. C'est au 470 principal. Ça, c'est en haut de la bijouterie Houle pour situer. Et il y a même une bonne nouvelle, là, il y a déjà des bons pugilistes là, qui s'entraînent ici à Buckingham. C'est le cas de Danick Croteau et Pascal Villeneuve. D'ailleurs, Danick Croteau doit, pas parler avec moi, là, il doit se présenter au Gant d'argent la fin de semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup François. Écoutez, on se revoit dimanche pour le Téléthon. Je veux simplement vous rappeler que ce mardi, l'émission Infomac va faire place au budget de la ville de Gatineau. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes.